Il a un rôle dans la rééducation auditive et il ne travaille que sur prescription médicale. C'est d'où son étroite collaboration avec l'ORL. Alors, la majeure partie des audioprothésistes exercent dans le secteur privé, soit en tant qu'indépendants, en ayant leur propre officine, soit en tant que travaillant dans une grande enseigne, en tant que franchisé. Donc, vous avez sans doute entendu parler des grandes franchises qui existent en France. Donc, il y a quand même 65% des audioprothésistes qui sont salariés. Évidemment, il y a également des audioprothésistes dans le secteur hospitalier. Donc, c'est quand même euh, un métier d'avenir. Il y a 20% seulement des déficients auditifs qui sont appareillés. Et avec les dernières mesures de la sécurité sociale, c'est de mieux en mieux remboursé. Donc, il y a de plus en plus d'audioprothésistes qui ouvrent leurs portes. Donc, ça demande forcément des compétences spécifiques, évidemment de l'écoute. Hein, ça, c'est vraiment très important, surtout avec des patients qui ont des problèmes auditifs, vous imaginez bien. C'est le professionnel paramédical qui doit avoir un côté un peu commercial pas mal développé. Et en parallèle, une très forte technicité et une curiosité scientifique. Hein, les évolutions dans les technologies des prothèses sont très importantes ces temps derniers. Forcément, comme tous les professionnels du paramédical ou des professionnels médicaux, des qualités relationnelles, notamment de la patience hein, avec les patients déficients auditifs, forcément le sens du contact et surtout une minutie particulière, à tel point que certaines écoles, lors des oraux, des concours anciennement, faisaient même passer des tests concernant la motricité fine pour voir si les candidats allaient faire de bons audioprothésistes. Mais pour vous parler du métier, je pense que la mieux placée, c'est sans doute Soumaya, qui est en école d'audioprothèse à Montpellier en première année. Soumaya, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis en première année à l'école de Montpellier. Toutes les qualités qui ont été citées, c'est exactement ce qu'il faut pour être un bon audioprothésiste. Euh, Après, oui, c'est vrai que s'il y a une grande collaboration avec les médecins ORL, dans le sens où les patients ils vont d'abord voir l'ORL pour avoir une ordonnance et puis ensuite voir l'audioprothésiste. Donc, il y a un premier rendez-vous avec le patient et puis ensuite, il y a un suivi qui dure assez longtemps. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir de la patience. Et donc, de la minutie aussi parce que les appareils, il faut les régler, il faut comment dire, les nettoyer. Ensuite, donc oui, après de la technicité aussi, l'esprit un peu scientifique parce que pendant les 3 années, si vous voulez, on a des matières qui sont assez scientifiques comme les mathématiques, la physique, mécanique. On a aussi du traitement du signal. Voilà, ensuite, que dire de plus Ton parcours, Moi, Mia, peut-être. comment? Ton parcours, peut-être. Oui, mon parcours, alors moi, c'est une reconversion professionnelle. Donc, de base, je suis infirmière. Et à mon époque, donc c'était encore le concours. Et pour pouvoir le passer, je me suis dit que le mieux, c'était de faire une prépa parce que voilà, ça faisait plusieurs années que j'avais passé mon bac. C'était en 2009. Donc, il me fallait une remise à niveau. Et donc, la prépa, ben, ça m'a permis de me remettre à niveau. Il m'a fallu 2 ans de prépa parce que à l'issue de ma première année de prépa, j'ai passé un seul concours à Montpellier que je n'ai pas eu de justesse, mais donc je me suis motivée, puis je me suis dit, bah, je me laisse encore ma dernière chance pour l'année suivante. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2 années de prépa, et puis la deuxième, bah, ça a été bon. Et j'ai passé seulement le concours donc à Montpellier, et donc je l'ai eu la deuxième fois. Et le concours, ça consistait à une épreuve donc, de bio, une épreuve de physique et une épreuve de maths. Et puis ensuite, à l'issue de cet écrit, quand on a validé l'écrit, on a un oral. Et cet oral, ça consiste à avoir un peu nos motivations sur le métier et aussi, comme le disait Madame Cyr tout à l'heure, une épreuve assez technique, dans le sens où on avait un test manuel
où comment dire, il voyait un peu voilà notre façon un peu de manier les outils avec nos mains, si on est assez manuel, tout simplement. Voilà. Et une fois qu'on a validé le concours, et ben on passe en première année. Merci. Bravo. Merci Soumaya. De rien. Et oui, juste pendant la première année, donc on a 3 stages. Un stage d'un mois, ouais, un mois avec un audioprothésiste. Ensuite, il y a 8 à 10 semaines dans un service ORL. Et on a aussi, il y avait 2 semaines en maison de retraite. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je refais aussi la première année parce que quand on a une note éliminatoire, on ne valide pas l'année, il n'y a pas de rattrapage. Donc, il faut vraiment se donner à fond dès le début de l'année, être très bien organisé. Et voilà, pour éviter la note éliminatoire. Donc oui, ce que je disais par rapport au stage, c'est que l'an dernier, avec la crise sanitaire, moi, j'ai fait seulement mon stage audioprothésiste et puis le stage ORL et le stage en maison de retraite, on les a validés en fait avec des cours Internet, enfin via Internet. Donc voilà. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Soumaya. On va maintenant passer au métier d'orthoptiste. Donc, lui aussi, en tant que professionnel paramédical, collabore énormément avec le médecin. Alors, on parle de l'ophtalmologue ou de l'ophtalmologiste. Son rôle est dans la rééducation visuelle, dans un suivi régulier du patient et également, notamment en pratique hospitalière, des examens de vue. Donc, il y a également des rôles de formation. Je sais que souvent, ce sont les orthoptistes qui sont chargés d'apprendre aux personnes à placer leurs lentilles, à les nettoyer correctement, ce genre de choses. Donc, il y a dans tous les métiers paramédicaux des rôles de formation et de prévention qui sont assez importants également et qu'il ne faut pas oublier. Donc, les examens de vue sont souvent des examens avant consultation auprès du spécialiste. Et la rééducation visuelle peut avoir différentes visées. Par exemple, réapprendre à converger ou à loucher, si vous voulez, quand on n'y arrive pas. Ou essayer d'éviter les migraines, par exemple, ou simplement refaire le point, voir si on peut rééduquer les muscles de l'œil pour éviter une paire de lunettes quand la presbytie commence à arriver avec l'âge, par exemple. Ce métier s'exerce à 80% en libéral, donc beaucoup plus d'exercice libéral que d'exercice salarié, donc à 20% en exercice salarié, dans des cabinets d'ophtalmologie où souvent ce sont des salariés du cabinet et donc ils viennent compléter l'action des médecins dans des structures hospitalières ou dans des centres de rééducation. Donc, les compétences qui sont liées à ce métier, c'est évidemment l'écoute, l'adaptation en fonction du patient, en fonction de ses réactions aussi au cours de la rééducation. Évidemment que la rééducation doit être adaptée en fonction des progrès ou des difficultés du patient. C'est un métier qui demande aussi beaucoup de technicité. Si vous avez déjà fait une consultation et que vous avez vu tous les appareils qu'il peut y avoir dans le cabinet d'un orthoptiste, le fonctionnement est vraiment technique. Tout comme les audioprothésistes, patience, respect sont des conditions absolument nécessaires, ainsi que le sens du contact, parce que c'est grâce au contact qu'on peut mieux cerner les difficultés du patient et donc mieux le soigner. Et aussi la créativité pour imaginer des exercices ou penser à des exercices qui vont permettre aux patients, qu'ils soient âgés de 3 ans, de 15 ans ou de 45 ans, de se rééduquer correctement. Mais je vais laisser Tiffany, donc, qui est en formation en 2e année à Nantes. Je vais la laisser vous parler plus en détail du métier et des années d'études. Tiffany, je vous Bonjour, laisse la donc parole. moi, oui, c'est ça. Donc, je suis en 2e année en orthoptie dans l'école de Nantes.
c'est vrai que pour résumer l'orthopsie, c'est compliqué dans le sens où on a d'éléments différents qu'on peut faire. On est comparé parfois au kiné pour les yeux, mais aussi aux manip radio des yeux. C'est des études qui durent 3 ans. On est par petite promo de 20 étudiants. Donc avant, il fallait passer par un concours et maintenant par Parcoursup. C'est vrai que je ne sais pas si on m'entend. J'ai vu un Oui. message, je sais pas. Si, on m'entend. Oui, on t'entend bien. Oui, Et donc, on est des promos, donc petites promos où on est des parcours assez divers. Il y en a qui sortent du bac, il y en a qui sortent donc de bac S, de BTS opticien, beaucoup de reconversions d'anciens opticiens. Il y a des bacs technologiques comme le bac ST2S, il y a des anciens élèves de PACES aussi. Donc, c'est vrai qu'on est des promos assez mixtes, on ne sort pas tous du bac quand on arrive dans cette école. Donc nous, ça se fait en 3 ans et les 3 ans on a du cours et du stage pratique en hôpital sur nos 3 ans. Et ça se fait donc à l'hôpital, à laquelle notre école elle est attitrée. Et quand on est en stage à l'hôpital, on n'a pas beaucoup de rééducation. Pourtant, c'est vrai qu'on a dans les statistiques, 80% vont au libéral et on pense énormément rééducation. Mais quand on est à l'école, on ne fait pas énormément de rééducation, on fait énormément d'examens pour les ophtalmologistes parce que c'est vrai que c'est avec eux qu'on travaille le plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé. C'est vrai qu'on peut se spécialiser. Donc ce qu'on nous, on appelle la contactologie. Il y en a qui vont se spécialiser dans les lentilles, apprendre aux patients à savoir mettre et à bien respecter les consignes d'hygiène pour les lentilles. Il y en a qui vont se spécialiser dans ce qu'on appelle la basse vision, apprendre aux gens à se déplacer alors que leur vue est amoindrie. On a des spécialisations dans la posturologie aussi. On travaille avec les ergothérapeutes. Enfin, on travaille avec beaucoup d'autres gens que les orthoptistes et les ophtalmos. Il y a aussi les opticiens avec qui on travaille, les instructeurs de locomotion. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué la chose. Et vous, quel a été votre parcours donc, pour rentrer à l'école de Nantes? Donc, pour rentrer à l'école de Nantes, moi, c'était par concours aussi, comme pour les audioprothésistes. Donc, nous, il y avait seulement de la biophysique et de la biologie et de la physique. Et une fois qu'on avait passé l'écrit, on passait un oral et après, on était accepté ou non. Et durant l'oral, on n'avait pas d'exercice de précision à faire. On avait seulement juste une explication de notre parcours, de qui on était, de notre motivation. Et en prépa, généralement, ce qu'on faisait, donc j'étais en prépa Gallia à Rennes avant, on faisait des stages pour connaître mieux le métier et savoir aussi vraiment ce qu'on voulait. Donc, c'était vraiment ce qui nous correspondait. Dans votre formation, là, déjà en deuxième année, vous avez déjà effectué beaucoup de stages. Il y a des matières que vous ne vous attendiez peut-être pas à trouver en orthopsie en entrant à l'école? C'est vrai que la première année, on passe, donc ça serait notre diplôme se répartit en 20 matières à valider, entre guillemets. Et en première année, on en passe 10 au départ. Et il y a il y a des matières qui sont liées avec les cours de PACES, donc les cours de médecine. Et ça, c'est vrai que c'est pas des cours auxquels on s'attendait. On s'attendait à avoir seulement des cours d'ophtalmologie et d'orthopsie et non pas de la biocellule ou ce genre de cours de médecine. Mais ensuite, quand on passe en deuxième et troisième année, on n'a vraiment que des cours en lien avec notre métier direct. Et donc, par exemple, en deuxième année, comme actuellement, donc le matin, on a cours et tous nos après-midi, on est en stage au CHU, du coup. Donc, sur 3 ans, on fait énormément de stages. Dans le chat, on nous pose la question pour les orthoptistes, est-ce que le marché du travail n'est pas trop bouché? Est-ce qu'il y a trop d'orthoptistes ou pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type d'éléments? Alors, c'est vrai que l'orthopsie, on a de la chance parce que c'est un métier où il y a énormément de débouchés, dans le sens où il y a énormément d'ophtalmologistes qui recrutent des orthoptistes pour que ça aille plus vite pour eux, entre guillemets, et qu'ils passent moins de temps sur des patients plus légers.
Et non, c'est vrai que sur le côté du métier, on sait qu'il y a de l'emploi dès la sortie de l'école. On va trouver hyper rapidement où travailler. Il y a pas de souci de ce côté-là. Bon, c'est bien rassurant. Peut-être Merci beaucoup. Tiffany, juste peut-être Tiffany, ton parcours initial, tu sors de quel bac Alors, moi, j'avais fait un bac S. Au départ, je voulais être ophtalmologiste, mais pour ma part, la bassesse et le côté médecine, faire énormément d'études, ça me convenait pas. Ensuite, je me suis intéressée au métier d'opticienne, mais le côté trop commercial ne me convenait toujours pas. Et du coup, j'ai entendu parler de l'orthopsie où là, on est vraiment avec les patients et c'est une relation de soins et pas de commerce qu'on a avec nos patients. Donc, ça me convenait tout à fait. Pas trop longues études et quand même du soin et de l'écoute pour nos patients. Ok. On nous pose la question là, concernant l'entrée en école d'orthopsie. Vaut-il mieux effectuer une prépa, un BTS optique? Alors, On en parlera euh, après, peut-être Cécile, juste sur la on en partie, reparlera tout de suite ouais, après si vous sur la voulez bien. partie. Oui, oui. Ok, donc on va maintenant vous parler du métier d'ergothérapeute. Alors, dans les métiers que nous voyons ce soir, c'est peut-être celui qui est le moins connu. Donc, l'ergothérapeute, lui, collabore avec les médecins. Hein. Son rôle principal est dans l'aide à l'autonomie. Donc, quelle que soit la raison de la perte d'autonomie, c'est la rééducation du geste. Par exemple, il peut aussi bien maintenir une motricité fine chez des personnes âgées qui commencent à avoir du mal, par exemple, à tenir un stylo pour écrire à leur famille par des jeux, donc essayer de maintenir cette motricité fine. Tout comme il peut former une personne qui, suite à un accident, est en fauteuil. Ce n'est pas forcément évident d'apprendre à ouvrir une porte de placard ou une porte d'entrée quand on est en fauteuil. Donc, tout ça, c'est dans l'aide à l'autonomie et la rééducation du geste. Il a également un rôle de formation et de prévention. Il existe par exemple des écoles du dos, des associations d'ergothérapeutes qui forment des professionnels, par exemple des infirmiers ou des aides-soignants, pour ne pas se faire mal au dos, éviter de se faire mal au dos en portant ou en déplaçant un malade. Hein. Donc, l'ergothérapeute suit aussi extrêmement régulièrement son patient. Hein. C'est un travail de longue haleine, souvent le travail de l'ergothérapeute, et il travaille également sur prescription médicale. Il y a, même s'ils en ont la possibilité, très très peu d'ergothérapeutes qui exercent en libéral pour la simple raison que ça n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. Donc, il y a une majeure partie de l'exercice qui s'effectue dans des structures, donc dans le milieu hospitalier, dans des centres de rééducation, dans des centres industriels où l'ergothérapeute peut intervenir concernant l'ergonomie des différents postes de travail. Hein, ça, c'est aussi son rôle. Donc, dans des mutuelles et complémentaires santé, justement, notamment dans le rôle de prévention en fait, des maladies liées au travail, des affections de posture ou ce genre de choses. Donc, c'est le créatif, en fait, celui qui doit être le plus créatif dans les paramédicaux. Euh, dans les listes de fournitures de rentrée, il peut y avoir des choses un petit peu étranges parce qu'on est obligé d'apprendre pas mal de techniques manuelles pour créer les outils et donc imaginer vraiment des outils et les fabriquer pour permettre aux personnes de regagner ou de garder de l'autonomie dans leur lieu de vie ou dans leur lieu de travail. Donc, c'est le bricoleur également du paramédical. Évidemment, il y a besoin d'une grande capacité d'écoute et particulièrement de capacité d'anticipation pour, par exemple, imaginer toutes les difficultés auxquelles une personne à mobilité réduite peut être amenée à faire face pour réaménager un appartement ou l'accès à une maison ou
ce genre de choses. Et l'ergothérapeute travaille vraiment en équipe avec le médecin qui suit le patient, évidemment, mais par exemple des kinésithérapeutes ou des gérontologues ou ce genre de personnes. Donc, le travail en équipe est très important. Évidemment, on revient sur la patience et le respect et le sens du contact qui sont des fondamentaux de beaucoup de métiers paramédicaux. Et pour vous détailler un petit peu plus tout ça, je vais laisser la parole à Océane qui vient d'être diplômée de l'école d'ergothérapie de Clermont-Ferrand. Océane? Oui, du coup, bonjour à tous. J'ai eu mon diplôme en juin 2020, donc ça fait vraiment pas longtemps que je suis sortie de l'école d'ergothérapie. Donc, c'est un très bon résumé du métier. Pour vous présenter vite fait mon parcours, alors moi, j'ai toujours voulu travailler dans la santé et puis j'hésitais, je me dirigeais plutôt vers les métiers de la rééducation, kiné, ergothérapie, enfin, je me suis pas mal posé de questions et puis, je me suis décidée à passer les concours, d'ergothérapie. Donc j'ai obtenu le concours il y a maintenant 4 ans de ça et donc j'ai intégré l'école de Clermont-Ferrand. En général, en ergothérapie, on a des petites promotions comme en audioprothésiste ou en orthopsie. Ça va de 20, voire des plus grosses promotions dans certaines écoles où il y a à peu près, ça peut monter jusqu'à 60. Les profils sont en général aussi très différents. Il y a souvent des places qui sont dédiées aux personnes qui choisissent de se reconvertir. C'est un métier qui est vraiment très varié et selon les pathologies que présentent les personnes, on va toujours avoir le même rôle, mais on peut être amené à faire des choses très très différentes. Comme notre objectif principal, c'est d'améliorer l'autonomie des personnes au quotidien. Chacun a sa manière de vivre en fait au quotidien, ses propres besoins. Et nous, notre objectif, ça va être d'analyser leurs besoins, d'évaluer leurs capacités et travailler avec eux sur comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Et si l'amélioration n'est plus possible, comment est-ce qu'on peut le compenser par des aménagements matériels, même humains, des mises en place justement des aides à domicile, ce genre de choses. Donc on peut travailler en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie, traumatologie, en santé mentale. Donc on aborde énormément de matières pendant notre formation. Donc il va y avoir des matières scientifiques, notamment les sciences médicales. On fait beaucoup en première et deuxième année d'anatomie, de physiologie et de pathologie. On a des matières qui sont plutôt spécifiques à l'ergothérapie, avec tous les outils pour évaluer les capacités des personnes. On apprend toutes les connaissances au niveau de l'appareillage, du positionnement pour prévenir les troubles cutanés aussi, les escarres. On a des cours d'ergonomie, d'architecture, de sciences humaines et sociales. Donc c'est vraiment très très large et c'est pour ça qu'on a des profils différents puisque chacun après derrière va pouvoir, on travaille beaucoup en groupe en études d'ergothérapie pour commencer à explorer le travail d'équipe et on s'apporte chacun en fait des connaissances mutuellement. Si on a plutôt un profil scientifique ou plutôt un profil littéraire, on échangera entre nous et c'est tout l'intérêt du travail de groupe pendant nos études. Le public on intervient auprès de publics très variés, ça va de la pédiatrie jusqu'aux personnes âgées. Comme ça l'a été mentionné, on est surtout en structure hospitalière, mais le libéral se développe pas mal et en libéral, on travaille beaucoup, c'est beaucoup plus de la pédiatrie, avec notamment les enfants qui ont des troubles 10. Donc dans notre travail, ce qu'on fait, c'est qu'au début, quand la personne arrive, en général, on évalue les capacités. Ensuite, on va rééduquer la personne, adapter aussi son quotidien dans sa chambre, d'hôpital pour qu'elle puisse être le plus autonome possible et qu'elle ait le moins besoin d'aide de l'équipe soignante.
Et puis ensuite, bah, voilà, les séances de rééducation motrice, sensitive, au niveau de l'attention, de la concentration, de la mémoire, au niveau visio-spatial en partenariat avec, l'orthoptiste. Et après, ça va être tout ce qui est aménagement de l'environnement, avec, les fauteuils roulants, tout le matériel dont les personnes vont avoir besoin. Donc on va évaluer encore une fois, voir le matériel dont ils ont besoin et puis derrière apprendre à l'utiliser. Comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à l'utiliser? On fait aussi l'aménagement du domicile, l'aménagement du lieu de travail, le véhicule pour reprendre la conduite. Et donc du coup, pour ça, on travaille en partenariat avec, tous les métiers, de la santé qui existent et puis aussi, avec les revendeurs de matériel, médical. Donc c'est un métier où il y a besoin de beaucoup d'écoute et d'empathie, comme on rentre vraiment dans la sphère personnelle de la personne, on aborde vraiment les difficultés qu'ils rencontrent, leurs besoins et on va essayer de répondre à ça pour qu'ils puissent derrière retrouver, le sens à leur vie, qu'ils recherchent, que les patients recherchent. Donc pendant les études d'ergo, en plus de tous les cours théoriques, on fait 5 stages. Et on a 5 stages, donc un de 4 semaines et 4 autres stages de 8 semaines. Voilà. Très bien, merci Océane. Ton parcours initial, à toi, tu sortais de terminale, quand tu as intégré l'école, tu as fait une prépa? Oui, j'ai fait un bac S et après, j'ai fait la prépa Galien, immédiatement. Merci Océane. Ok, très bien. Est-ce Donc, que vous avez des questions sur le métier avant qu'on passe aux modalités d'accès? Est-ce qu'il y a des questions plus précises? On a répondu, il y avait une question, Océane, sur l'ergothérapeute, c'est travailler plus avec des enfants ou des adultes, hein, tu en as parlé. Mais est-ce que ça a été précis? C'était pour Ombeline? Est-ce que ça suffisait? Bah, oui, on travaille avec, tout public. Après, ça dépend vraiment des établissements, en fait. Si on va plutôt être en EHPAD, ce sera des personnes âgées. En libéral, comme je l'ai dit, ce sera plutôt de la pédiatrie, mais il existe aussi des établissements de santé, où il y a beaucoup ou qui n'accueillent que des enfants et des adolescents. Et puis après, il y a tous les centres de rééducation ou de santé mentale, où ils accueillent plutôt des adultes ou des personnes âgées ou alors des enfants. Mais vraiment, on intervient auprès de tout le monde. Alors, globalement, on a une question pour vous trois. Bonjour, quelles ont été vos difficultés durant vos études? Peut-être que vous n'avez pas eu, mais il faudra le préciser. Soumaya, Tiffany, Océane, si vous voulez répondre. Alors, moi, si je peux répondre, je dirais que la seule difficulté, peut-être, c'est que, en gros, il faut s'y mettre dès le début, qu'il faut être vraiment très concentré dès le début parce que ça passe très vite. Audioprothésie, c'est concentré au début pendant, on va dire, allez, 4 mois. Voilà, 4 mois, il faut donner à fond et ensuite, parce qu'ensuite, après, en fait, si vous voulez, les examens, c'est en janvier, début janvier. Ensuite, après ça, on a les stages et nos résultats, c'est début juillet. Donc vraiment, c'est les 4 premiers mois où c'est très concentré. Voilà. Merci. Ouais, pour l'orthopsie, c'est pareil. Le premier semestre, il peut être déstabilisant parce que c'est un système de faculté où on a des cours, des cours, des cours et on a nos partiels début janvier et on n'est pas forcément habitué à pas avoir eu d'évaluation continue. Il faut vraiment se mettre à travailler dès le départ et pas se dire j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais c'est le système de la fac qu'il faut prendre le rythme au départ, je pense. Je dirais, que c'est la même chose, en fait. C'est le fait de devoir, d'avoir les examens à la fin, donc il faut se mettre alors on peut se laisser surprendre en voulant laisser, en voulant laisser les choses à plus tard et donc on peut se laisser surprendre par ça avec les examens à la fin. Après, moi pour ma part, ouais, ce qui a été dur, c'est à peu près similaire, c'est le fait qu'on alterne cours et stages et du coup les périodes de cours sont très intenses comme on est censé faire un certain nombre d'heures de cours, on est censé aborder un certain nombre de notions en un temps assez réduit. Et donc, du coup, c'est des périodes qui sont en général très chargées avec des fois des journées, qui vont de 8h à 19h. Donc, c'est assez intense et c'est surtout ça, le rythme qui est pas facile.
Alors justement, Océane, on a juste une question là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas passé directement le concours, j'imagine, d'ergothérapeute? Alors, il y en a pas mal qui le passent, mais souvent, les personnes qui ont le concours sont des personnes qui ont fait une prépa ou en général. Et moi, du coup, j'en étais pas encore là quand j'ai passé le bac. J'étais pas sûre et certaine de vouloir faire des études d'ergothérapie. Enfin, si, j'ai fait la prépa, mais on va dire que cette année-là m'a permis de réfléchir, de me poser et de me préparer au concours, donc d'augmenter mes chances de réussite, mais également aussi de renforcer l'idée que c'était ça que je voulais faire avant de me lancer dans une voie pour arrêter, abandonner après. Ok. Donc là, on a pas mal parlé des concours. Donc effectivement, c'était les modalités d'accès hein, jusqu'en 2019. En 2019, une réforme a eu lieu et il y a eu une année de transition au cours de laquelle certaines écoles ont recruté leurs étudiants sur concours, d'autres sur dossier. Et donc, depuis 2020, il s'agit d'une sélection sur dossier via Parcoursup, avec tout de même en orthopsie des oraux qui sont maintenus. En revanche, en audioprothèse, alors qu'il y avait des oraux avant, il n'y a plus d'épreuve orale. Pour la sélection, c'est uniquement le dossier Parcoursup donc, qui est regardé. Alors, on parle d'oraux en orthopsie. Je mets un astérisque. Dans les conditions sanitaires de l'année dernière et de cette année, certaines écoles maintiennent des oraux, par exemple en visio. D'autres écoles ont déjà annoncé cette année qu'elles ne feraient pas d'oraux. D'autres écoles ont annoncé que s'il y avait confinement ou couvre-feu, à ce moment-là, les oraux n'auraient pas lieu. Quel que soit le mode de sélection, en tout cas, hein, que ce soit par concours, puis éventuellement oral, ou sur le dossier parcours disponible dans les écoles, lui n'a pas changé. Hein. Et donc, la sélectivité est toujours vraiment importante pour pouvoir rentrer dans ces écoles et débuter ses études. Donc, pour vous montrer un petit peu cette sélectivité, on a regroupé des chiffres de Parcoursup 2020, hein, puisque Parcoursup 2021, les phases d'admission n'ont pas encore débuté, avec quelques exemples. Il n'y a pas tous les chiffres ici, mais nous avons regroupé le nombre de places proposées, par exemple en école d'audioprothèse. Hein, vous voyez que par exemple, à Lyon, il y a 52 places qui étaient proposées à l'école. Le nombre de vœux sur Parcoursup qui ont été confirmés était de 1326 vœux. Et le rang du dernier admis à l'école a été le 427e. Donc, pour vous donner une idée un peu du taux de sélection, en tenant compte des désistements, hein, puisque certaines personnes avaient fait des vœux en audioprothèse à Lyon, mais ont préféré accepter une autre formation, d'où le rang du dernier admis. On a fait un taux de sélection, un rang du dernier admis par rapport au nombre de vœux. Donc, vous voyez qu'à Lyon, la sélectivité est de 32,2%, avec un taux minimum de boursiers retenus qui était de 14%. Voilà, c'est pour vous expliquer un peu comment on a établi ces différents chiffres. Donc, vous voyez que la sélectivité reste très importante. Hein. Vous voyez qu'on est… à Paris, au CNAM, il y a eu énormément de candidats pour les 35 places. Donc, on a un taux de sélectivité très, très faible, donc une sélection drastique. D'autres écoles, la sélection est moins drastique, mais c'est quand même pas 70% des vœux qui sont admis ensuite en école. Hein. Ça, c'est clair et net, ça reste très sélectif. Dans les 9 écoles au total en audioprothèse, il y a 290 places en formation.
pour l'orthopsie. Donc, vous voyez que par exemple, dans le groupement Rhône-Alpes, Auvergne et PACA, qui regroupe les villes de Clermont-Ferrand, Lyon et Marseille, il y avait 1641 vœux confirmés et des nombres de places que vous voyez indiqués, donc 18 à Clermont, 40 à Lyon, 30 à Marseille. Donc des taux de sélection entre 11,5 et 15%. Vous voyez qu'on reste entre 10 et 20%. Donc, il faut savoir qu'au total, dans les 16 écoles d'orthopsie, il y a 500 places pour la formation. Donc, on va maintenant passer aux chiffres pour l'ergothérapie. Donc là, on a des taux qui varient, qui peuvent varier entre, on va dire, 15 et 36%. Avec l'école de Berck, qui est une grande école d'ergothérapie. C'est une des écoles où il y a le plus de place avec Montpellier. Le centre de rééducation de Berck est très connu. Donc, vous voyez que la sélectivité reste extrêmement importante, avec, pour les 20 écoles d'ergothérapie, 680 places uniquement qui sont disponibles. Donc, je vous ai parlé de groupements, de choses comme ça. Donc, on va faire un petit point, si vous le voulez, sur les vœux et les sous-vœux sur Parcoursup. Donc, en général, sur Parcoursup, normalement, vous le savez, il y a jusqu'à 10 vœux qui sont possibles et 20 sous-vœux au maximum, au total. Alors, dans les formations paramédicales, qui sont des formations sélectives, on ne peut faire que 5 vœux par formation. Par exemple, 5 vœux en orthopsie et 5 vœux en ergothérapie. J'exagère un peu, mais c'est uniquement 5 vœux par formation. Donc, en audioprothèse, il y a donc les 9 écoles qui sont organisées en un groupement et 3 écoles indépendantes. Alors, pourquoi on vous le précise? Tout simplement parce qu'un regroupement d'écoles ne consomme, entre guillemets, qu'un seul vœu, sachant que toutes les écoles qui sont à l'intérieur de ce groupement sont des sous-vœux. Donc, par exemple, en audioprothèse, vous pouvez parfaitement candidater à toutes les écoles en candidatant au groupement et en faisant les 6 sous-vœux qui correspondent aux 6 écoles du groupement. Et ensuite, candidater avec 3 vœux supplémentaires aux écoles qui ne font pas partie du groupement. En revanche, en orthopsie, les 16 écoles sont organisées en 5 groupements et 2 écoles qui sont indépendantes. Donc là, déjà, vous ne pourrez pas candidater à toutes les écoles d'orthopsie. Et en ergothérapie, là, toutes les écoles sont indépendantes, c'est-à-dire qu'il faut choisir 5 écoles. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ou est-ce que vous voulez que je détaille sur l'exemple ci-dessous? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Ça a l'air d'être clair. Ça a l'air d'être clair. Voilà. Merci pour vos réponses. Donc, c'est vrai que ces vœux et ces sous-vœux, là, normalement, vous avez déjà dû les valider. Alors, maintenant, quels sont les attendus, en fait, Parcoursup pour ces différents métiers? Donc, comme vous l'avez compris, d'après ce qu'on dit, Tiffany, Océane et Soumaya, il y a des compétences scientifiques qui sont vraiment attendues et des capacités d'apprentissage relativement importantes au vu de l'intensité des cours, due à l'alternance entre cours et stages. Mais il faut aussi avoir un certain attrait pour les questions sanitaires et sociales. Forcément, de l'intérêt pour les technologies médicales, ce sont aussi des métiers qui sont éminemment techniques. Une capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral de manière rigoureuse et adaptée. Alors, à l'oral, évidemment, avec les patients, ça c'est essentiel, mais aussi avec toutes les équipes. Et à l'écrit, c'est également important pour tout ce qui est transmission dans les équipes, transmission au médecin qui va suivre le patient. L'écrit a un rôle très, très important. Donc, une rigueur et une capacité d'organisation.
des qualités humaines, hein, on les a citées tout à l'heure, de l'empathie, de la bienveillance, de l'écoute. Et aussi, on a tendance à l'oublier, des capacités de gestion administrative en relation avec la dimension médicale et donc forcément des relations avec les administrations médicales, hein, en lien avec le métier. Donc, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut voir des capacités d'empathie sur un dossier Parcoursup? Donc, on va passer un petit peu aux différents éléments du dossier. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs rubriques à renseigner et ça, c'est ces rubriques qui constituent votre dossier. Vous avez encore jusqu'au 8 avril pour les peaufiner. Donc là, il est encore temps, largement temps de les modifier. Donc, vous avez évidemment la rubrique scolarité, les vœux, mais également le projet de formation motivé et les activités et centres d'intérêt. Donc, ces activités et centres d'intérêt doivent vraiment vous permettre de faire mention de toutes vos expériences d'encadrement, d'animation, tout ce qui a pu montrer en fait votre travail en équipe, votre relation à l'autre, montrer que vous vous êtes vraiment frotté à l'autre et à l'écoute de l'autre. Ça peut être également via des engagements citoyens. Ça, c'est du bénévolat dans des associations qui peuvent montrer que vous avez déjà eu affaire et déjà eu des relations avec des publics variés, comme des enfants, par exemple, si vous avez participé à une association d'aide aux devoirs, ou à des publics précarisés, si, par exemple, vous êtes allé aider un peu les Restos du Cœur, ou enfin, on peut imaginer tout un tas d'engagements que vous pouvez vraiment mettre en avant et en lien avec les capacités, les attendus et ce qu'on attend des personnes pour exercer ces métiers. Évidemment, des expériences professionnelles ou des stages sont également à mettre en avant, y compris si ce ne sont pas forcément des expériences professionnelles dans le cadre des métiers auxquels vous candidatez, hein, des formations auxquelles vous candidatez, y compris le travail de l'été au McDo peut montrer que vous savez travailler en équipe et que vous avez appris à être organisé, hein. C'est vraiment, il faut faire feu de tout bois dans ce cas-là. Évidemment, des stages, si vous avez pu en faire des stages d'observation, c'est dans différents cadres, hein, peuvent également être mis en avant. Et tout ce qui concerne l'ouverture au monde que vous avez pu avoir, alors pas forcément obligatoirement un voyage aux États-Unis, hein, mais toute ouverture et toute expérience qui vous a permis de vous ouvrir à de nouvelles choses dont vous n'étiez pas forcément rendu compte initialement peut être importante. Donc, toutes les rubriques peuvent être importantes hein, en fonction de la manière qu'ont chaque école ou chaque groupement d'examiner votre dossier. Mais en tout cas, il est important, notamment dans votre projet de formation, de montrer la cohérence entre ces expériences, les engagements, les activités et le cursus de formation auquel vous candidatez, hein. Et montrer également que vous avez un début de connaissance du métier, que vous vous êtes renseigné avec quelques éléments, forcément aussi connaissance de la formation et de ces exigences. Ça, c'est aussi pour ça qu'on demande à nos étudiantes voilà, de vous parler un petit peu des études et de leur vécu à elles. Parce que vous pouvez relativement facilement aller faire un tour sur les sites des écoles pour voir les programmes de formation, les unités d'enseignement, etc. C'est peut-être un petit peu moins évident d'avoir des retours d'expérience. Donc, vraiment, toutes les rubriques sont importantes. Donc, pensez bien à aller sur Parcoursup, sur les fiches formation des écoles auxquelles vous candidatez. Sur ces fiches formation, dans les différentes rubriques qui vous sont proposées, vous avez parfois le rapport de la commission d'examen des vœux de l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce rapport de la commission d'examen des vœux et vous verrez exactement quels critères ont été utilisés, à quel degré d'importance,
pour chacun et comment les dossiers ont été sélectionnés. Les attendus que nous vous avons donnés ici sont des attendus qui sont nationaux. Maintenant, chaque école ou chaque groupement géographique peut avoir ses propres critères d'examen des vœux et va peut-être prendre en compte des choses différentes. Donc, pour peaufiner votre dossier, c'est vraiment important d'aller voir ces rapports de la commission d'examen des vœux et de voir vraiment ce que chaque école a regardé, comment. Ça, c'est des renseignements précieux. Donc, il vous suffit d'aller sur la fiche de l'école. Souvent, il est tout en bas, mais il y a un menu sur la gauche et sur la gauche peut figurer rapport de la commission d'examen des vœux. Et là, on vous propose un lien et vous pouvez télécharger directement le document au format PDF et vous retrouverez les chiffres que nous vous avons donnés plus haut concernant la sélectivité. Donc, je ne saurais que trop vous engager à aller consulter ça. Si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à joindre le cours Galien le plus proche de votre ville, qui pourra vous conseiller, voire même vous donner les chiffres des écoles qui sont les plus proches, auxquelles vous vous intéressez. Donc, sélection importante, uniquement par dossier. Donc, chez Galien, comment on fait pour vous permettre d'avoir plus de chances de sélection? Alors, nos formations sont articulées autour de 2 grands modules, en fait. Quand il y avait des concours, évidemment, nous préparions nos étudiants à la sélection. Et ils pensaient qu'on les préparait uniquement à ça. Et quand ils revenaient nous voir, après avoir réussi, au bout de 6 mois en école, ils nous disaient « mais souvent, heureusement, on a appris avec la prépa à organiser notre travail, à pousser les notions, etc. » Donc, on les préparait aussi à la réussite en première année avec des méthodes de travail, etc. On continue notre métier, concours ou pas concours, au vu de la sélectivité qui est maintenue, avec évidemment un module d'apport notionnel pour acquérir vraiment des bases solides et même plus poussées que celles de terminale, tout simplement parce qu'il y a un gap énorme, une grande marche à franchir entre ce qui est acquis et les méthodes de travail du secondaire et ce qu'on exige dans le supérieur. Donc, ça permet d'anticiper sur les bases du programme de la formation visée. Et quelque chose d'important à nos yeux, c'est également le certificat Voltaire. C'est-à-dire que tous nos étudiants vont pouvoir profiter du projet Voltaire, c'est-à-dire de la plateforme de formation interactive du projet Voltaire, qui est une plateforme de formation en orthographe, et ensuite passer le certificat Voltaire qui donne un score sur 1000 qui est représentatif du niveau en orthographe et en expression écrite en général. Et ce score, en fait, est reconnu déjà nationalement par énormément d'entreprises et également de plus en plus dans les écoles. Donc, au vu de l'importance du critère souvent d'expression écrite, c'est quelque chose qu'on fait passer à tous nos étudiants. Donc, ce module-là, il a vraiment pour but d'acquérir des compétences notionnelles et également des méthodologies de travail. Maintenant, ce qui concerne la sélection, alors que ce soit Parcoursup ou les oraux, en particulier pour les orthoptistes, donc nos enseignants vont aider à la rédaction des différentes rubriques de Parcoursup, dont le projet motivé. Alors, on va pas, les enseignants n'écrivent pas les rubriques à la place des étudiants. Ça ferait un modèle unique pour tout le monde et ce serait plutôt contre-productif. Mais sur la base des stages qu'ils auront pu faire, nous fournissons des conventions de stage, d'observation, sur la base de leurs expériences, etc. On va demander à nos étudiants d'écrire des brouillons, entre guillemets, de projets motivés, après leur avoir bien donné les caractéristiques, les attendus, etc., dans des cours collectifs. Et au fur et à mesure de l'année, donc on va leur demander de préparer leurs différentes rubriques. Et ensuite, de manière beaucoup plus individualisée, l'enseignant va revoir la rédaction de ces différentes rubriques avec l'étudiant
pour lui permettre d'optimiser un peu sa rédaction. Alors, bon, l'orthographe, bien sûr, mais aussi les liens avec ses expériences, la formation visée, mieux mettre en avant ses expériences, etc., etc. Et en ce qui concerne les oraux, évidemment, il y a des préparations spécifiques, donc d'expression orale, des simulations avec des oraux blancs qui sont passés en individuel. Donc, ce module-là va vraiment permettre, donc, comme le disait Océane tout à l'heure, de s'assurer de son orientation également, de travailler son projet professionnel et d'initier sa mise en action. Et tout ça a pour but d'améliorer votre sélection, vos chances de sélection sur Parcoursup et via les oraux. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus les différents blocs, donc les différents buts, c'est vraiment de consolider et d'acquérir les notions. Donc, pour les filières, donc, orthoptiste, ergothérapeute, on va insister beaucoup sur la biologie et les sciences physiques, au vu des études ultérieures. Pour les audioprothésistes, on va plutôt être sur les sciences physiques et les mathématiques, parce qu'il y a vraiment besoin de pas mal de mathématiques relativement poussées, en plus, notamment dans tout ce qui était traitement du signal, dont Soumaïa vous a parlé. Le passage du certificat Voltaire permettant de prouver votre niveau en français, votre niveau d'expression. Donc, on va construire, valoriser et concrétiser le projet professionnel en vous donnant la possibilité d'avoir des conventions de stage d'immersion, en vous permettant également d'avoir des témoignages, des interventions d'anciens étudiants, que ce soit sous forme d'anciens du centre qui passent en classe, ou que ce soit sous forme de visioconférence, comme on a pu déjà les organiser cette année. On va vous accompagner sur Parcoursup, expérience, vous accompagner également dans la stratégie des vœux en fonction de tout un tas de critères suivant votre dossier, en fonction des attendus école par école. Évidemment, il y a des critères géographiques qui peuvent être importants. Et on va travailler pour ça en effectif réduit, puisque nos groupes sont habituellement de 25 au maximum. Et on a dans toute la France. Il y a 16 centres Galiens en France qui pourront répondre à toutes vos questions en fonction de la ville dans laquelle vous êtes. Donc, cet accompagnement galien, ces spécificités, en tout cas, c'est dans un premier temps de vous permettre d'anticiper. Anticiper en vous permettant d'avoir des conventions de stage dès les résultats définitifs du baccalauréat. Alors, y compris, je le précise, pour les personnes qui sont déjà bachelières, tout simplement parce qu'à partir du jour des résultats définitifs du baccalauréat, on change d'année scolaire. Donc, si vous êtes inscrit chez Galien pour l'année scolaire 2021-2022, à partir du 9 juillet, nous aurons le droit de vous délivrer une convention de stage. Pendant l'été également, nous mettons à votre disposition sur notre espace numérique étudiant des cahiers d'été qui vous sont envoyés pour vous permettre de reconnecter un petit peu les neurones. En juillet, voilà, on a fêté son bac, par exemple, on a pris quelques vacances avant d'aborder l'année scolaire en prépa. Donc, dès fin juillet, on va enlever le sable entre les orteils, on va dire, et commencer à retravailler un petit peu. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en 3 semaines de vacances, on perdait à peu près 20 points de QI. Donc, voilà, ça peut être pas mal de se remettre en route. Donc, notre accompagnement au cours de l'année, c'est bien évidemment des cours. Donc, nos enseignants sont vraiment des spécialistes de leur matière, des professionnels également. Donc, j'en ai parlé, nos groupes sont au maximum de 25 étudiants par groupe.
Vous avez des polycopiés de cours, des supports de cours qui vous sont remis. Donc, on ne passe pas forcément le temps à uniquement écrire. Il est important pour nous qu'un maximum du temps en classe puisse se passer dans l'échange avec les enseignants. Ça, c'est vraiment important. Ce qu'on attend de nos étudiants, c'est qu'ils nous disent ce qu'ils ne comprennent pas, ce qui ne va pas, et pour qu'on puisse vraiment à chacun leur amener ce qui leur manque dans la profondeur de compréhension. Donc évidemment, on va voir le cours avec ses supports, mais la plupart des enseignants demandent de préparer des exercices, et au cours des séances de cours, on va corriger les exercices, voire refaire certains exercices pour revenir tester des choses qui n'avaient pas été comprises à la séance précédente. Donc, vous voyez, le but, il est vraiment de maximiser l'efficacité du temps en présence des enseignants et d'amener à chacun ce dont il a besoin. Et donc, pour ça, on attend de l'échange avec nos étudiants. On attend vraiment une attitude presque déjà d'étudiant. Et vous aurez également des fiches de synthèse qui seront à votre disposition sur l'espace numérique étudiant Studus, auquel nos inscrits ont accès dès fin juillet. Donc, c'est la partie e-learning où il y a une bibliothèque numérique avec des polycopiés, des fiches, des quiz pour prolonger l'entraînement sous une autre forme, pour se tester un peu autrement, savoir si on a bien compris les notions, avec des formations qui sont en e-learning. Alors, se tester, ça nécessite des évaluations régulières. Donc, il y a des devoirs, des concours blancs, des oraux blancs. Pour nous, c'est un véritable outil pédagogique. Il ne s'agit pas de mettre une note pour mettre une note et juste d'avoir un bulletin. C'est vraiment un outil, et pour nos étudiants et pour nos enseignants, pour savoir ce qui a été compris, ce qui ne l'a pas été, ce sur quoi il faut revenir. Donc, souvent, à la fin des évaluations, il y a une correction qui vous est distribuée. Donc, le but étant que vous refassiez l'évaluation avec cette correction et qu'à la séance qui suit, au cours qui suit, vous puissiez poser les questions à votre enseignant pour savoir exactement, pour avoir exactement la réponse à ce que vous n'avez pas compris, pour pouvoir encore approfondir les notions sur lesquelles vous avez eu des difficultés. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre métier. Donc, c'est pour ça que j'insiste un peu sur cet échange. En fait, c'est un peu une transition vraiment entre le secondaire et le supérieur, tant sur les notions, qu'on va beaucoup plus approfondir que les notions de terminale. Si je prends ma spécialité, la physique, je peux vous donner un exemple très simple en mécanique, la troisième loi de Newton. Donc, quand on parle un terminal de la troisième loi de Newton, il va nous dire, bah oui, c'est la chute libre, c'est le poids égale la masse fois la gravité. Mais en fait, la troisième loi de Newton, c'est beaucoup plus général que ça. Et donc, à la prépa, on va aller plus loin que ça et voir des problèmes de skieurs avec des remonts de pente ou ce genre de choses. On utilise aussi la troisième loi de Newton et qui sont beaucoup plus rarement abordées en terminale, et qui permettent d'aborder la complexité dont on a besoin pour le supérieur. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ma troisième loi de Newton. Donc, c'est tout ça. Ça n'est pas que ça, une prépa au cours Galien. Une prépa au cours Galien, c'est un encadrement qui lui aussi permet de faire la transition entre le secondaire et le supérieur. Donc, avec un suivi des absences, nos enseignants enregistrent les absences, et chaque semaine, un relevé des absences est envoyé. Donc, ça permet d'avertir les parents, mais pour nous, ça nous permet aussi d'identifier les étudiants qui sont en décrochage. Voilà, quand on voit le nombre d'absences qui commence à augmenter, on va contacter l'étudiant. Si on n'arrive pas à le contacter, on va éventuellement contacter ses parents également pour savoir un peu ce qui se passe, et s'il y a des problèmes que nous pouvons régler, l'encourager par exemple, parce qu'il y a des périodes de découragement devant la difficulté parfois dans certaines matières pour certains étudiants. Chaque semaine, chaque mois, nous avons également des rendez-vous délégués
ou des conseils de classe, c'est-à-dire que chaque classe va élire des délégués et soit le responsable de centre, soit le responsable de formation va recevoir les délégués pour suivre l'évolution de chaque classe et pour être à l'écoute des étudiants, savoir si tout se passe bien dans le groupe, parce qu'on avance toujours mieux à plusieurs, hein, donc le travail en équipe est important. C'est pour ça que nous laissons nos salles disponibles, hein, 7 jours sur 7. Il y a toujours une salle de travail qui permet à nos étudiants de travailler ensemble. Et nous avons également donc des conseils de classe qui nous permettent d'établir 2 bulletins par année avec un relevé de notes, des absences et bien sûr des évaluations et des appréciations par chaque enseignant et une appréciation générale. Au cours galien, ce sont vraiment des conseils de classe. C'est-à-dire que le but est vraiment de vous conseiller dans vos méthodes de travail et votre conduite à tenir dans la suite de la formation, hein. Bien entendu, ces bulletins sont intégrables, hein, dans Parcoursup, dans la partie cursus. Vous pourrez les rentrer dans Parcoursup. Les salles de travail, j'en ai déjà parlé, hein, parce que pour nous, c'est essentiel parce que ça facilite vraiment le partage et la cohésion qui sont nécessaires pour avancer mieux. C'est vraiment l'esprit dans lequel on souhaite travailler. On ne favorise absolument pas la concurrence, hein, même si ce sont des formations qui sont sélectives, parce que tout seul, on avance peut-être vite, mais ensemble, on avance mieux. Et ça permet également de fournir de bonnes conditions de travail. Disons que quand on doit faire 10 exercices de physique, c'est plus simple quand on est dans une classe. On est déjà dans une ambiance de travail, donc plutôt que sur son lit avec peut-être possibilité d'avoir la télé, la tentation du frigo, tout ce qui nous permet de repousser un petit peu l'échéance de se mettre au travail. Quand on est dans une salle de travail, on ne l'a pas, donc on travaille plus efficacement. Quand il y a d'autres personnes qui travaillent autour aussi, ça entraîne. Et quand on est plusieurs à travailler sur le même sujet, on s'entraide et on avance mieux ensemble, hein. Ça, c'est vraiment important. Mais l'autre caractéristique de notre encadrement, c'est un suivi individualisé, c'est-à-dire que ce soit la responsable de formation ou même le responsable ou la responsable de centre, vous pouvez leur demander des rendez-vous individuels, hein, que ce soit les étudiants, les parents, pour avoir des échanges sur les difficultés, sur comment ça se passe, sur des méthodes de travail, des difficultés d'organisation, etc. On est vraiment là pour vous aider aussi sur cet aspect-là, pour parler avec vous de votre motivation, quand il peut y avoir des petites baisses de motivation, ou de vos interrogations d'orientation, hein. On est là aussi pour vous donner des éléments, pour vous aider à vous orienter, pour en discuter avec votre entourage, pour également la gestion du stress, hein. Ça peut être important à certaines périodes, notamment dans le choix des vœux ou quand on rentre les dossiers. On voit chaque année pas mal de demandes de rendez-vous. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner aussi sur ces aspects-là. Ça, c'est vraiment une de nos caractéristiques dans la globalité de votre projet et dans tout ce qui va autour, pour vraiment vous permettre d'avoir une marche entre le secondaire et le supérieur. On va exiger de vous au fur et à mesure l'attitude et le travail d'un étudiant du supérieur, tout en vous accompagnant et en vous encadrant comme vous pourriez être accompagné ou encadré au lycée. Donc, cet accompagnement-là, voilà, donne de plutôt bons résultats. Donc, on a réuni ici les résultats de l'année dernière, donc avec une sélection sur Parcoursup, hein, donc déjà, et non pas par concours. Donc, on vous a rappelé les taux de sélectivité moyens, hein, sur toutes les écoles en France, et les taux de réussite des étudiants des différents centres galiens en France. Donc, on voit qu'en audioprothèse, 48% de nos étudiants ont intégré une école.
En orthopsie, 51% de nos étudiants. Et en ergothérapie, 65% de nos étudiants ont intégré une école. Donc, vous pouvez comparer ici par rapport au taux de sélection, au taux de sélectivité dont je vous ai détaillé le calcul tout à l'heure. Et donc, on était plutôt fiers de nos étudiants l'an dernier pour leur taux de réussite et les équipes étaient vraiment contentes parce que c'était la première année où tous passaient par Parcoursup. Donc, c'était vraiment en fin d'année beaucoup de coups de téléphone de nos étudiants. On a suivi les remontées des listes. C'était vraiment une vraie satisfaction pour les équipes de voir que le travail qu'on avait mis en place et l'accompagnement qu'on avait renouvelé suite à la fin des concours porter ses fruits comme ça pour ces différentes sections. Cécile, on a des questions sur la charge de travail en prépa. Alors effectivement, nos étudiants présents aujourd'hui n'étaient pas sur Parcoursup, mais en fait, ça reste, on a bien compris qu'il y avait une sélection et que le niveau d'exigence était aussi élevé. Est-ce que nos étudiants peuvent parler un petit peu de leur expérience, eux, en prépa, chez nous? Je pense que les charges de travail restent comparables, oui. Oui. Peut-être l'avis d'Océane, Tiffany, Soumaya, sur votre année de prépa, le travail nécessaire. Est-ce que ça vous a apporté? Pour ma part, je sais que le mot prépa faisait peur dans le sens où on pense forcément aux prépas d'école de commerce et où on a l'impression qu'ils ont plus de vie, etc. Mais pour la prépa Galien, c'était pas ça. Enfin, on avait un rythme qui était tout à fait jouable. On avait donc nos cours la journée et puis on préparait des exercices le soir un peu pour retravailler le lendemain. Mais ce qui faisait, c'était en fait la facilité avec cette prépa-ci, c'est que on travaillait tous les jours petit à petit, ce qui faisait qu'à la fin, on n'avait pas une énorme charge de travail parce qu'on avait déjà assimilé et vu qu'on retravaillait, etc., tout rentrait progressivement et le fait d'avoir travaillé dès le départ, petit à petit, faisait que la charge n'était pas si importante que ça au bout du compte, quoi. En tout cas, pour ma part, c'était comme ça. Moi, je dirais un peu pareil parce qu'en fait, le fait de travailler un petit peu chaque jour, ça a aidé beaucoup parce qu'on avait des concours blancs en fait en fin de semaine. Donc, c'est ce qui nous permettait en fait vraiment de bien réviser pour le concours. Et puis le week-end, après, c'était voilà, faire des exercices. Mais de manière générale, la charge de travail, c'est faire un petit peu chaque jour. Et puis voilà, pour ne pas être submergé en fait à la fin. Voilà. Ça a été à peu près la même chose pour moi. Les concours m'ont bien aidé avec s'instaurer un rythme régulier chaque semaine et ça nous demandait de réviser régulièrement et vraiment ça permet d'intégrer au fur et à mesure de l'année pour être prêt et avoir intégré énormément de choses à la fin de l'année et ça nous sert après même dans les études quand on continue. Très bien, merci. En termes de développement personnel, peut-être un peu plus, est-ce que vous avez appris des choses sur vous? Est-ce que, alors, surtout sur les oraux, pour celles qui ont passé des oraux, on travaille beaucoup sur le développement personnel, qui je suis, comment je m'exprime. Est-ce que c'était important pour vous? Est-ce que ça a valorisé votre parcours derrière? Les filles? Pour ma part, en tout cas, la préparation aux oraux, elle a été bénéfique parce que c'est vrai qu'on nous dit on a un oral et on ne sait pas comment se mettre en valeur, comment mettre en valeur notre expérience, qui on est. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps et on se dit il voit énormément d'élèves où on va tous dire qu'on est patient et à l'écoute. Et c'est vrai que la préparation aux oraux permet de, sans sortir trop de disquettes, entre guillemets, savoir se mettre en avant et faire un peu la différence. Même, on a appris aussi à rédiger des lettres de motivation et c'est super intéressant, même pas que pour rentrer en école d'orthopsie, même après, savoir comment est construit une lettre de motivation. Moi, pour ma part, je trouvais que j'avais pas assez développé ça sur mes années lycée et maintenant, je sais comment on fait, je sais comment structurer une lettre de motivation et c'est utile même en dehors de l'orthopsie pour ma part, quoi. Ok. Océane, c'est un peu loin, ou Soumaya?
Moi, ça a été la même chose. J'ai beaucoup apprécié J'ai pas eu d'oraux en ergothérapie. Moi, quand je passais le concours, c'était vraiment que par écrit. Mais j'avais quand même eu des cours pour faire des lettres de motivation et ça m'avait vraiment beaucoup aidé, même se mettre en avant sur son CV. Enfin, pareil, ça m'a servi après pour chercher des stages. Ça m'a servi, ça me sert encore aujourd'hui. Et, et après, ce qui était aussi intéressant, c'était de pouvoir échanger avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous. Et en fait, on se construit mutuellement avec nos objectifs professionnels en pouvant discuter entre nous. Ah bah, il y a quelqu'un qui est intéressé par un domaine, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, moi, en arrivant là. Et c'est comme ça qu'on se construit aussi notre idée de ce qu'on va faire plus tard, de qui on veut être et au niveau du métier et de l'orientation professionnelle. Ouais, c'est ça. Parce que, enfin, moi, quand j'étais en prépa, donc du coup, j'étais dans une classe où il y avait que des gens qui voulaient faire de l'ergothérapie, mais ça m'avait pas empêché de discuter avec des étudiants d'autres filières, et ça permet aussi de confirmer et d'infirmer que c'est ce domaine-là ou pas qui nous plaît. Merci. Soumaya, tu veux intervenir là-dessus? Ouais. Pour ma part, j'avais l'habitude en fait de passer des concours, des oraux pour les concours infirmiers, mais la prépa, ça m'avait beaucoup apporté par rapport à la préparation de l'épreuve culture générale. Parce que oui, il y avait un oral là-dessus aussi, enfin une épreuve là-dessus pour l'oral. Et donc ça m'avait beaucoup aidé là-dessus. Et après, le fait aussi qu'à la prépa, on avait donc les classes qui étaient disponibles quand on voulait réviser, ça aussi, c'était, pour ma part, c'était quand même assez important parce que c'est ce qui m'avait permis vraiment de pouvoir réviser, en fait. La disponibilité des classes. Voilà. Très bien. Oui, je voulais juste préciser, nos étudiantes parlaient des concours blancs chaque semaine. Donc maintenant qu'il n'y a plus de concours, nous ne faisons évidemment plus de concours blancs, mais chaque semaine, il y a un devoir sur table. On fait un roulement sur les matières. Vous m'avez entendu parler tout à l'heure de mathématiques, de biologie et de physique. Donc, chaque semaine, il y a 2 heures de devoirs sur table avec un roulement sur les matières, justement pour vous permettre d'avancer au fur et à mesure. Et évidemment, le programme de ces devoirs sur table est cumulatif, ce qui vous permet de ne rien oublier au fur et à mesure de l'année et de progresser au fur et à mesure en travaillant régulièrement. Peut-être revenir sur les modalités d'inscription, Cécile, puisqu'on a des questions là-dessus aussi, en privé ou en collectif. Pour s'inscrire en prépa chez Galien, il y a 2 solutions. Soit vous appelez un centre Galien sur les différentes villes universitaires, donc vous retrouvez les numéros de téléphone assez facilement sur le net. Soit vous pouvez télécharger un dossier d'inscription sur le site www.cours-galien.fr. Je vais peut-être le noter. cours-galien.fr. Ça ne fonctionne pas, si ça fonctionne. À ce moment-là, vous téléchargez le dossier, vous complétez toutes les rubriques. Il suffit aussi de joindre les bulletins que vous avez jusqu'à maintenant, les bulletins de première et terminale que vous pouvez avoir. Vous renvoyez le dossier avec un chèque d'acompte de 180 € qui vous permet de vous préinscrire. Donc, une fois que la réception de ce dossier est faite dans le centre Galien, soit vous avez une réponse dans les 48 heures qui confirme cette inscription, ou si votre dossier est un peu juste, on peut vous rappeler pour vous demander un entretien. Donc à ce moment-là, on jugera de vos motivations et qu'est-ce qui vous pousse à faire cette formation-là. Ou quelquefois aussi, dans certains établissements galiens, l'entretien est obligatoire. Donc il y a différentes modalités en fonction des villes. À partir du moment où vous êtes préinscrit chez nous, c'est l'avantage, c'est qu'une place est réservée dans notre école pour la prochaine rentrée en préparation. Si jamais vous êtes reçu, ce qu'on vous souhaite, bien sûr, dans une école paramédicale, donc orthoptiste, ergo ou audio en tout cas pour ce soir, et que vous êtes inscrit chez nous, on vous rembourse la totalité de l'acompte versé, sauf 50 € de gestion de frais de dossier. Donc ça vous garantit une place dans notre école, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est important. Donc n'attendez pas Parcoursup et les résultats de Parcoursup en mai, juin, juillet, août, puisque vous pouvez être rappelé aussi à ces moments-là, puisqu'il est possible que nous n'ayons plus de place dans nos établissements et on ne pourra pas vous recevoir. Donc ne prenez pas ce risque-là, sachant que vous pouvez être remboursé si vous êtes reçu dans une école. Je ne sais pas si j'ai été clair pour tout le monde. Alors là, il y a juste une question. Peut-on s'inscrire dans plusieurs centres galiens? Est-ce qu'il faut payer à chaque fois? Alors,
il vaut mieux ne pas s'inscrire dans plusieurs centres Galien. Il vaut mieux s'inscrire dans le centre Galien qu'on préférerait. Et si jamais on souhaite changer de ville, à ce moment-là, à l'intérieur même du cours Galien, on pourra transférer votre dossier au cours Galien de la ville dans laquelle vous souhaitez aller. Le mieux, évidemment, étant de vous inscrire dans le cours Galien que vous préféreriez intégrer. Donc, on ne paye pas à chaque fois. On ne paye qu'une fois et ensuite, si besoin, on peut transférer le dossier d'un cours Galien à un autre. Alors après, on a une autre question. Si on s'inscrit sur Internet, le dossier est-il envoyé à l'école la plus proche? Alors en fait, on ne peut pas s'inscrire sur Internet. On télécharge un dossier. Ce dossier, il faut le remplir à la main et le renvoyer dans un cours Galien. D'accord? C'est uniquement pour télécharger le dossier. Et effectivement, vous le renvoyez dans l'école la plus proche, comme vous l'a dit Madame Cyr tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir sur l'orthopsie? Une prépa est préférable avec un BTS optique concernant l'entrée à la fac, sachant que j'ai un bac pro optique. Alors, si je comprends bien la question, Cécile, tu m'aides? Alors, donc si je comprends bien, vous avez un bac pro optique et là, vous hésitez entre une prépa, un BTS optique et une entrée à la fac dans une majeure généraliste. Est-ce que c'est bien ça? Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez, hein, vous pouvez désactiver le micro. Ah, voilà, du coup, bonjour. Bonjour. Alors, ouais, effectivement, j'ai un bac pro optique. Et donc, je souhaiterais me lancer dans des études d'orthopsie. Mais malheureusement, je me doute qu'avec un simple bac pro optique, mes chances sont moindres d'accéder à l'entrée en fac. Donc, je me pose la question de savoir s'il vaudrait mieux que je m'oriente vers un BTS optique ou si une prépa optique me laisse toutes les chances d'accéder à l'entrée à l'école. Quel vœu vous avez fait sur Parcoursup là, actuellement? Alors, j'ai fait l'école de la fac de médecine d'orthopsie de Lille, d'Amiens et de Paris. D'accord. Et vous avez demandé des BTS également? Non. Enfin, si, BTS optique également, oui, à Cambrai, pardon. Saint-Luc. Là, moi, je dirais que ça dépend vraiment, en fait, de votre niveau en sciences. Et également de votre projet final ou du parcours que vous souhaitez avoir. J'espère que, parce que même si on est en bac pro, il y a des bacs pro qui sont admis chaque année dans ces formations-là. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune chance d'être admise. Ce qui peut être plus problématique, si vous avez un super bac pro, que vous êtes admise, c'est vraiment le niveau initial en sciences. Donc, c'est pour ça que là, il y a vraiment une étude de votre dossier qui est nécessaire parce que, mine de rien, en théorie, il y a quand même de gros programmes. Tiffany pourra confirmer juste après. Ensuite, tout dépend du risque que vous souhaitez prendre. Je pense qu'effectivement, avec un BTS, on peut parfaitement être un très bon candidat en orthopsie parce qu'on a déjà des connaissances techniques, des connaissances en optique, etc., qui sont largement valorisables. Et ça permet effectivement d'avoir un diplôme entre deux, comme ça, si on n'arrive pas à intégrer orthopsie, on a quand même un diplôme. En revanche, il faut que vous acceptiez d'être soit orthoptiste, soit opticienne. Si vraiment votre but et unique but, c'est orthoptiste, je serais plus d'avis de vous conseiller une prépa qui vous donne les bonnes bases scientifiques et qui vous donne plus de chances de réussir aussi, parce que le tout n'est pas d'être sélectionné, le tout est aussi de réussir par la suite. Donc ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez et de votre parcours. Donc je vous conseillerais d'appeler le centre Galien le plus proche de chez vous pour prendre un rendez-vous, soit avec le ou la responsable de centre, soit avec la référente de formation, où là, le conseil pourra être vraiment individualisé en fonction de votre dossier, de vous et de vos souhaits. D'accord, super, merci beaucoup. Avec plaisir.
Peut-être Mélanie? Tiffany? Tiffany, quels seraient les éléments que vous pourriez apporter à… Alors, je vais dire Bala, hein, je suis désolée si ce n'est pas votre prénom. C'est Camille, c'est mon nom. C'est pas grave. C'est vrai que pour le coup, si c'est pas l'optique et opticienne en soi, je me permets de te tutoyer, qui t'intéresse, pour le coup, autant aller en prépa et partir sur l'école d'orthopsie. Après, ça dépend du choix de chacun. C'est vrai qu'en plus, si ton but était aussi de faire un BTS d'optique, puis de postuler pour aller dans l'école d'orthopsie, c'est vrai que le BTS va déjà te prendre 2 ans, alors que la prépa peut t'en prendre qu'une. Enfin, il y a aussi ça à prendre en compte. Mais oui, c'est vrai que la prépa, pour le coup, est peut-être préférable niveau si c'est vraiment l'orthopsie qui t'intéresse. Et j'ai vu Ouais, ouais. aussi juste une question par rapport à un BTS d'optique, le niveau de la fac. C'est pas parce qu'on a un BTS d'optique que le niveau de la fac est dur. Au contraire, nous, c'est vrai que quand on arrive petit bachelier dans l'école, on se dit mais c'est ceux qui ont fait de l'optique qui vont s'en sortir le mieux au départ, parce que les bases d'optique, c'est vraiment ce qu'on révise au départ, quoi, dans l'école. Donc, faut pas du tout se dire, je sors d'un BTS, je vais pas réussir dans l'école pour autant. Et c'est vrai que, par exemple, là, la prépa peut être intéressante pour revenir sur les bases, sur les notions de biologie notamment. Parce qu'au départ, on a aussi, en première année, et même sur les 3 ans, de l'anatomie. Et connaître sa biologie, c'est quand même pas mal pour comprendre ce qui se passe, quoi. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci. On a une question sur y a-t-il un nombre de places limité pour la prépa ergo ou orthopsie? Alors oui, les places sont limitées. On a entre 20 et 25 places pour cette formation-là, pour ces formations-là dans chaque école Galien. Donc effectivement, comme il y a possibilité de se préinscrire, on vous recommande de le faire le plus tôt possible, hein, puisque plus vous allez tarder, plus nos effectifs vont être importants, et moins vous avez de chance, et plus on sera exigeant sur le niveau des étudiants qui rentrent, hein. Donc, sachant qu'aujourd'hui, certains établissements galiens sont déjà à 50-60% de leurs effectifs pour la rentrée prochaine, hein, c'est-à-dire qu'il reste à peine 10 places dans certaines écoles. Donc tout dépend de l'école et quelle ville vous souhaitez. Après, on a une deuxième question, enfin une troisième, une quatrième. Comment se déroulent les euros d'admission pour les écoles d'orthopsie? Qu'est-ce qui nous est demandé globalement? Alors, avec Covid ou sans Covid, mais… Alors, on a des euros qui peuvent être différents, hein, un petit peu en fonction des écoles. On a des euros tout simplement de motivation pour connaître la personnalité, hein, du candidat, connaître sa qualité d'argumentation, son expression, pour pouvoir évaluer un peu plus que sur le dossier Parcoursup son projet professionnel, sa connaissance du métier. Dans d'autres écoles, il va y avoir un peu de culture générale. Dans d'autres écoles, on va éventuellement vous donner des sujets avec de la préparation et ensuite une présentation. Bon, c'est vraiment… chaque école donne ses modalités d'euros, sachant que cette année, il y a eu des annulations d'euros. Donc, c'est déjà le regroupement de Paris. Donc, les 2 écoles d'orthopsie à Paris et l'école de Lille ont déjà annoncé qu'ils annulaient les euros. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine. J'espère qu'on ne sera plus dans le même contexte sanitaire. Mais les euros varient vraiment d'une école à l'autre. Jusqu'ici, il pouvait y avoir également des questions de connaissances un peu sur l'anatomie basique de l'œil, sur les grandes pathologies de l'œil, enfin, les différents défauts, hein, la myopie, la presbytie, l'hypermétropie, etc. Enfin, les yeux hypermétropes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, des connaissances qu'on peut attendre avec l'optique qui est vue au programme de première en sciences physiques.
mais qu'on montre son intérêt, en tout cas, pour ce monde-là, montrer qu'on s'est intéressé un peu aux différentes pathologies de l'œil en général, même si on ne va pas pousser les questions très loin, hein, mais ça peut aller jusqu'à quelques questions de culture générale dans le domaine de ce type-là. Alors, j'ai répondu à l'écrit, mais on avait une question. Si on n'est pas pris à Galien, et dans ce cas, est-ce qu'on peut demander d'envoyer notre dossier dans une autre ville? Alors, ce que je disais, hein, normalement, sauf dossier catastrophique, note ou appréciation des profs qui serait vraiment compliqué, il n'y a pas de raison qu'on refuse. À partir du moment où vous avez votre baccalauréat, puisque c'est aussi une condition pour nous, vous pouvez intégrer notre préparation. Effectivement, plus vous allez tarder, si vous demandez l'école de Montpellier, ici présent avec Cécile, une école qui est très demandée en tout cas pour ces prépas-là, et que vous faites votre demande en juin, juillet, et si votre dossier est moins bon, et si on a un autre dossier qui arrive le même jour ou dans les 48 heures, ben on choisira le dossier le meilleur. Donc tout va dépendre de la période à laquelle vous postulez dans nos écoles. Donc on est beaucoup plus exigeant à partir de mai-juin que maintenant. Voilà. Et même sur une idée précise, par exemple, je voudrais être... Alors, on me répond en privé, la même personne. Si vous voulez prendre la parole, Michel, si je peux me permettre, ce sera peut-être plus simple. Non? Alors, ici, un métier précis, par exemple. Oui, si vous souhaitez être ergothérapeute, alors je ne comprends pas très bien la question, mais et même sur une idée de métier précis, ça sous-entend que vous avez un dossier qui n'est pas très bon, j'imagine, et que les appréciations des profs ne sont pas très bonnes. Ça nécessitera un entretien. Donc, en fonction du dossier qui va arriver dans un centre galien, si votre dossier n'est pas très bon, vous risquez d'être appelé pour un entretien. Et à ce moment-là, il faudra parler de vos motivations pour équilibrer votre niveau. Alors, en cas de problèmes médicaux, est-ce que ça pose un problème pour intégrer la prépa? Non. Alors après, c'est pour vous. Si votre problème médical engendre beaucoup d'absences, et vous ne pourrez pas assister à tous les cours et faire tous les projets sur lesquels on va initier certaines choses, c'est-à-dire le bénévolat, les stages. Mais normalement, non, ça ne devrait pas poser de problème. Si des problèmes médicaux graves, bien sûr que c'est justifié, mais vous ne pourrez pas assister à tous les cours, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est préférable de faire une LAS ou la prépa Galien pour être ergothérapeute? Alors, en fait, c'est très variable, effectivement. Pour accéder au métier d'ergothérapeute, on n'en a pas parlé, mais vous avez aussi la possibilité de faire une LAS ou une PASS suivant certaines villes. Donc, une ex-PACES, c'est-à-dire des études de médecine. Dans certaines écoles, dans certaines villes, il est demandé pour être ergothérapeute, voire orthoptiste à Bordeaux, enfin dans certaines écoles, je crois de mémoire, de faire une PASS ou une LAS, donc une ex-PACES. C'est très variable. On est sur... je pense que ça dépend de votre niveau initial, ça dépend si votre choix est complètement définitif ou pas. Faire une PASS ou une prépa médecine, en tout cas, c'est encore un autre travail. C'est beaucoup plus complet. Il faut vraiment avoir un très bon dossier initial, donc avoir un bon bac pour pouvoir suivre une première année de médecine. Ça dépend également des modalités de recrutement des écoles, puisque certaines écoles ne recrutent que sur Parcoursup. D'autres écoles d'ergothérapie ont des recrutements mixtes via PASS, via Parcoursup. Donc là, ça dépend vraiment des écoles que vous visez également. J'ai un message peut-être direct pour toi, Océane. Tu as répondu tout à l'heure, mais c'est peut-être une personne qui n'était pas là au début. Lorsqu'on obtient le diplôme d'ergothérapeute, est-ce qu'on peut travailler dans n'importe quelle structure? On doit se spécialiser? Du coup, non, il n'y a pas besoin de se spécialiser. Le diplôme d'État suffit. Et donc, on peut exercer vraiment dans tout type d'établissement de santé, même pour le libéral. Par exemple, chez les infirmiers, il y a souvent besoin d'avoir 3 ans d'expérience avant de pouvoir s'installer en libéral. En ergothérapie, on peut s'installer immédiatement en libéral. Et puis, pour la spécialisation, en fait, ça vient avec l'expérience professionnelle, même les stages. Et puis, il y a les formations professionnelles aussi qui sont financées par les établissements.
Et puis, il existe aussi des diplômes universitaires, les DU, qui sont faits souvent sur 1 an ou quelques mois et qui peuvent être également aussi financés par l'établissement et qui permettent en fait d'approfondir certains domaines qui peuvent nous intéresser plus particulièrement. Merci, Océane. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on a répondu sur le chat. Si vous souhaitez prendre la parole ou poser votre question sur le chat. N'hésitez pas à activer votre micro. Oui, sinon ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Alors, y a-t-il des aménagements pour les 10? Alors, pour les 10, j'ai parlé notamment des devoirs sur table. En fonction du centre et des contraintes, et dans la plupart des centres, on peut effectivement faire un tiers-temps pour vous permettre d'avoir un équivalent, on va dire, comme lors des examens ou ce genre de choses. Pour ça, il faut juste nous amener votre justificatif, en tout cas le signaler, comme pour toute chose à régler, il vaut mieux en parler avec l'équipe du cours Galien directement et parfois voilà, juste amener un justificatif pour vous permettre d'avoir pour chaque évaluation votre tiers-temps. Donc ça, c'est à aménager directement avec le ou la responsable de formation du cours Galien dans lequel vous êtes inscrit. N'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions aux étudiantes. Non. Cécile, si tu vois d'autres questions, moi j'en vois pas. Je pense qu'on a répondu. Non, j'en vois pas d'autres. Juste pour revenir un petit peu sur la dernière question, mais pour généraliser, en tant qu'enseignante en physique, j'ai eu une année une étudiante qui n'était pas tout devant et puis au bout de quelques mois, elle était vraiment pas contente. Elle me disait mais je comprends pas, pourquoi vous n'expliquez pas mieux, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et bon, je sentais qu'elle était bien énervée et c'était la première fois qu'elle venait me parler. Donc, on a commencé à discuter toutes les deux et j'ai fini par comprendre qu'elle avait des problèmes d'audition et que comme souvent je parlais en écrivant au tableau, elle ne pouvait pas lire sur mes lèvres et donc avait des difficultés pour comprendre ce que j'expliquais quand j'écrivais au tableau en expliquant. Mais tout simplement, si elle m'en avait parlé dès le début de l'année, je serais restée discrète sur le problème, il n'y a pas de souci, mais j'aurais pu anticiper là-dessus avant même qu'elle ait des difficultés. Donc, quelles que soient les difficultés, en tout cas, c'est comme ça qu'on a l'habitude de travailler, que ce soit des difficultés dans une matière ou des difficultés au sein du groupe ou des difficultés de méthode ou de motivation. L'essentiel, il est vraiment que vous osiez nous en parler. Voilà, c'était juste pour repréciser un peu la philosophie dans laquelle on travaillait. Merci Cécile, c'est important. Alors, y a-t-il... Ah, ça y est, ça arrive. Y a-t-il un BAPU à proximité du cours Galien? Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Sinon, pour l'ergothérapie, y a-t-il du débouché? Ergo. Alors, en ergothérapie, du coup, quand on a le diplôme, au niveau du débouché, en fait, il y a 2 cas de figure parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent et donc plus en plus d'écoles qui ouvrent, ça veut dire de plus en plus de diplômés, donc de plus en plus de concurrence pour trouver du travail après. Mais en fait, en ergothérapie, globalement, ce qui se passe, c'est que si vous avez un domaine qui vous plaît précisément, à ce moment-là, quoi qu'il arrive, vous trouverez du travail en sortant de l'école. Ça, moi, je connais personne qui n'a pas trouvé de boulot et qui est au chômage aujourd'hui avec un diplôme d'État en ergothérapie. Par contre, il y a 2 cas de figure. Si on a un domaine qui nous intéresse vraiment, il vaut mieux ne pas trop se limiter au niveau de la zone géographique
Et si on a plutôt une zone géographique qui nous intéresse, il vaut mieux ne pas se donner un domaine précis dans lequel on veut exercer parce que ça peut être plus compliqué de répondre à ces attentes immédiatement à la sortie de l'école et de travailler dans le domaine qui nous plaît parce qu'on est en concurrence avec parfois les ergothérapeutes qui ont plus d'expérience professionnelle et qui risquent de nous passer devant pour les postes. Mais je connais personne qui n'a pas trouvé de boulot derrière. Et j'ai plein même d'amis avec qui j'étais à l'école qui, après quelques mois, après plusieurs mois d'expérience, ont pu s'insérer dans le domaine ou se rapprocher du domaine qui leur plaisait le plus en tout cas. Merci Océane. Merci. J'ai répondu sur le BAPU. Alors, j'imagine que oui. Est-ce qu'il y a un BAPU à proximité des écoles Galien? Nous sommes souvent à proximité des facs de médecine ou toutes les facs. Donc, si les BAPU sont à proximité des facs, normalement, c'est à proximité du cours Galien. Mais sur toutes les villes universitaires, je ne peux pas vous le promettre. mais normalement, comme on est à proximité des facs, on devrait, et si les BAPU sont à proximité des facs, on devrait avoir un BAPU à côté de chez nous. Voilà, bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va mettre un terme à cette réunion. On nous remercie, donc je remercie aussi tous les intervenants, Cécile, Océane, Soumaya et Tiffany. J'espère que ça a été utile pour tout le monde. Je vous le répète, n'attendez pas les résultats Parcoursup pour vous inscrire. Déjà l'an dernier, beaucoup d'étudiants ont attendu et sont arrivés au mois de juin, juillet, en demandant des places et nous n'avons pas pu les prendre. Donc là, c'est problématique puisque vous n'avez plus rien sur Parcoursup, vous n'avez pas de prépa et l'été, c'est compliqué. Donc ça fait que vous avez un été qui est un peu compliqué. Donc, si vous destinez vraiment à ces métiers-là, inscrivez-vous, préinscrivez-vous. Vous n'avez qu'à verser un acompte de 180 €, sachant que cet acompte, de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes reçu dans une école, nous vous remboursons 130 sur les 180 €. Donc, il y a 50 frais, mais au moins c'est 50 € de frais, mais au moins vous avez une tranquillité d'esprit et vous êtes sûr d'avoir une place chez nous. Voilà, c'est important de me le préciser. Et si jamais vous pensiez à d'autres questions une fois cette réunion terminée, n'hésitez pas à joindre par téléphone ou par mail le centre Galien le plus proche de votre ville. Voilà, vous trouverez toutes les coordonnées sur www.cours-galien.fr, Galien avec un seul L. Voilà. Merci à tous. Vous pouvez vous déconnecter si vous le souhaitez. Merci à tous pour votre participation. Bonne soirée.